Monsieur Colucci, comment allez-vous? Écoutez, monsieur Voison, ça va extrêmement bien en ce 15 septembre 2023 de rentrée. Chaud comme un cul de marmite, mec. Excellent, très très bien. Je suis très content de t'avoir sur le podcast, Enzo. Alors pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui nous regarderaient pas, Enzo a mis le bandeau qui le définit et qu'il met en général quand il est prêt à découper du lourd. Donc je suis très content que tu as mis ton bandeau. Et du coup, hâte de voir ce que tu vas nous envoyer aussi comme pépite sur cette session-là. Est-ce que tu peux te présenter, Enzo, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, je vais essayer de faire vite à chaque fois là-dessus, sans trop faire le mec. C'est toujours le truc, c'est la question. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, maintenant je vais te raconter du coup, tu vas dire à quel point je suis stylé. C'est mon heure. Donc, moi je m'appelle Enzo, je viens de faire 30 piges cette année. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la vente. Avant, j'étais sportif de haut niveau en basket. Je me suis retrouvé à 10 ans à faire de la vente d'ONG dans la rue, qui a débloqué, je pense, plusieurs clapets dans ma tête et qui m'a emmené gentiment sur le chemin justement du commerce. Donc voilà, c'était trop stylé. Hein. T'arrêtes des gens dans la rue, ils veulent pas du tout te voir, tu leur vends des ONG, tu les vends en one shot, ils sortent leur carte de crédit, t'as le sourire, ils partent avec le sourire, tout le monde est content. Donc ça va nous. Je le mets tout de suite parce qu'après, comme on va parler call, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis un petit peu C'est cinglé, important, ouais. pourquoi ça me fait triper d'appeler des gens. C'est parce que quand t'as mangé des portes pendant tellement longtemps, à arrêter des gens dans la rue, sortir un téléphone, c'est beaucoup trop facile. Petit teasing pour la suite. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment. J'ai repris des études en management du sport, mais ça on s'en fout. Entrepreneuriat. J'ai pas fait de master. Je me suis arrêté à un bac+3. En revanche, j'ai monté ma boîte après dans le nettoyage automobile avec un pote de promo. Pas forcément un milieu très sexy, mais parce qu'à l'époque, tu dis que tu as 22-23 ans, tu as envie de faire de l'oseille. Très mauvais choix hein, d'avoir ça en numéro un en critère. Pour moi, l'argent vient en deux, faut pas se mentir, on n'est pas des mythos. Mais l'avoir en un, je pense que c'est une énorme connerie, chose que j'ai faite du coup heureusement assez tôt. Donc au bout d'un an, on se sépare, même si on a eu une belle expérience entrepreneuriale, on a signé des beaux comptes, hein, Tesla, Mercedes, Volkswagen, voilà, je vais arrêter de me pignoler. Et puis ensuite, j'ai été recruté par une boîte qui s'appelle WeHelp qui venait de se lancer dans une boîte dans le médico-social. Je voulais retourner dans l'entrepreneuriat avec ouais, un entrepreneuriat à caractère social parce que je voulais me retrouver avec un lien entre ce que j'avais fait, puis les startups, puis du coup les ONG. Et je rejoins une boîte fabuleuse avec des gens brillants dedans. On n'est pas beaucoup, on est 10. Je suis le premier sales à être recruté pour développer l'outbound. C'est là aussi où je commence vraiment à poncer le call. J'appelle des professionnels médico-sociaux. Le but, c'est de trouver notre poule aux œufs d'or. Et donc, voilà, on grossit vite parce que quand j'arrive, on fait une série A à 3 millions. On passe de 10 à 150 personnes en 3 ans. Donc, première fois où je connais l'hyper-croissance aussi en interne dans une boîte, s'adapter au process. J'ai la chance de grandir vite, de devenir key account manager sur l'expansion nationale, puis head of sales. Donc, tu as 13 personnes en transverse sur toute la France. Tu gères le plus gros canal d'acquisition de la boîte qui est du B2B2C. On fait beaucoup de chiffre d'affaires du coup à l'époque, ce qui est très cool. Et donc 3 ans et demi plus tard, je me fais chasser par une boîte qui s'appelle Sunday, cette fois-ci une fintech dans la restauration qui vient tout juste de se créer par le groupe Big Mama. Donc passionnant, on sort de Covid, tout le monde a la dalle, la solution elle est patate, et puis il lève 24 millions de dollars en seed. Bon, un Easy. seed, c'est un premier tour de start-up. Normalement, déjà, quand tu fais 5 millions, tu te dis c'est quoi, c'est fou. Et ils en font 24, tu te dis c'est quoi cet ovni. Donc, je me dis, OK, j'y vais, on va tester. Je suis en grand compte, je me fais recruter donc pour développer toute la partie gros deal. Et puis, en fait, là, c'est la démesure, puisqu'on passe de 30 à 450 personnes en un an. On signe 6000 clients sur l'année, ça ouvre 10 pays. On fait 100 millions de levées en série A quelques mois après le seed. Donc, encore une fois, tu vis l'hypercroissance dans un état totalement démesuré quoi. Et puis c'est génial parce que j'ai jamais vu autant de personnes à la fois brillantes et bienveillantes au même endroit. Et donc moi je kiffe, je signe beaucoup de deals là-bas, ça me fait triper, je m'entends avec tout le monde, c'est trop cool. Et puis j'anime des sessions de call justement, puisque j'en ai poncé vraiment beaucoup avant. On me demande, vas-y tu kiffes, anime, il y a 18 sales toutes les semaines, faut chauffer tout le monde. Vous allez voir, je fais beaucoup ces gestes-là, hein, mais bon, c'est très drôle. Et donc je anime les sales et tout, c'est trop drôle, on passe des bons moments, il y a tellement de bonne ambiance, on met en place des challenges et tout, ça génère 80% des rendez-vous. Et puis je commence à me faire un peu alpaguer sur LinkedIn parce que je suis régulier. On parlera peut-être après. J'avais un podcast qui fait que je me suis mis à écrire sur LinkedIn, donc c'est un cheminement depuis très longtemps. Et la régularité qui a fait qu'à un moment donné, on vient de chercher. Et puis, en fait, la formation, j'y ai pris tellement goût, ça m'a fait tellement triper d'aller dans des boîtes, de transmettre un peu cette good vibe, cette énergie que j'ai, et puis la valeur que j'ai pu acquérir au cours de ces années, de voir dans les yeux des gens que ça kiffe, que moi aussi je kiffe. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Sonnet l'été dernier, bon, les gars, en fait, je vais arrêter. Je vais aller faire ça parce que ça a l'air d'être vraiment ma voie. Et pour valider que c'était ma voie, j'ai voulu rejoindre Iconoclast, qui est une école de vente avec des gens géniaux que j'adore, que je connais depuis le début puisque j'étais intervenant. Et donc j'ai été sales coach B2B chez eux pour développer justement cette partie entreprise qui n'était pas vraiment développée puisqu'ils étaient vraiment que sur la partie école, des gens en conversion formés sous format bootcamp.
Et puis bah voilà, me voilà à mon compte maintenant 9 mois plus tard parce qu'en fait on a cassé les stats et puis qu'on a vu que les gens ils surkiffaient encore et que la chance que j'ai depuis 1 an et demi, c'est d'avoir formé plus de 1200 commerciaux sur du SaaS, de l'immobilier, de la banque, de l'assurance, des interphones, Salesforce à Dublin, Brigade, Staycation pour citer du coup mes clients que j'adore. Euh, et voilà, passionné. Enfin voilà, moi je me lève le matin, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais j'ai la trique dans ma tête, je veux dire tellement je suis heureux de me lever, de vivre de ma passion. Et voilà. Et j'essaie de faire plein de trucs à côté. Je pense que les gens le sentent. Je suis un peu hyperactif. J'essaie de créer beaucoup de contenus, des contenus différents où on se marre. Et j'essaie aujourd'hui de mêler du pro, de la valeur, mais du divertissement, parce qu'en fait, on consomme du contenu un peu chiant et très rébarbatif aujourd'hui. Et l'idée, c'est de sortir du lot et d'être dans les 1% dans tout ce que je fais. Voilà. J'ai C'est un pris bon 5 résumé. minutes pour bien me sucer tout seul, mais j'espère que les gens ont compris un peu le cheminement, quoi. Bon, bravo pour ton parcours Enzo et je vais ajouter aussi le point Call Club que tu animes du coup en live sur LinkedIn qui est incroyable et bravo pour ce que vous faites. Alors quand je dis vous, c'est donc toi, Julien Bouic qui est chez Iconoclast et Ruben Tayeb. Bravo pour ce que vous faites. L'énergie et la valeur que vous mettez dedans est juste incroyable. On peut retrouver d'ailleurs le Call Club sur callclub.club. Call.club, Call.club. KOLD.club. Ouais, Voilà. voilà, on s'est pas fait chier. Merci Ruben, et c'est très facile comme ça. Voilà. Moi Enzo en fait ce qui m'a le plus alors je veux dire plu c'est que LinkedIn je détestais ça. Il y a 3 ans de ça tu m'aurais dit Jus tu créerais du contenu de manière régulière sur LinkedIn. Je t'aurais dit jamais moi les vieux pompeux là et toute cette clique là qui pense qu'à sa tronche et qui partage n'importe quoi, ça me plaît pas. J'ai eu beaucoup de mal et ensuite ben tu fais partie donc il y a eu toi, il y a eu Ruben, il y a eu Kevin Dufresne qui ont contribué à me dire putain en fait il y a de bons gars sur LinkedIn. Donc tu mets cette touche de frais dans un univers qui a longtemps été pompeux en tout cas et surtout le plus important et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est que tu as dépoussiéré un exercice qui était rebuté et rebutant encore pour beaucoup de personnes sur le call call et la prospection téléphonique et tu l'abordes et tu l'incarnes vraiment avec cet esprit novateur et neuf et frais qui fait, je pense, aujourd'hui que tu as ce succès-là. Donc déjà, bravo pour ça. Est-ce que tu peux peut-être, histoire de continuer un peu tu vois, le Ça y est, voilà. je l'ai matrixé, il fait ça. Oui. Si là tu devais balancer un petit track record perso, ça donnerait quoi? C'est-à-dire un track record, qu'est-ce que t'entends par ça? Des perfs. Des perfs. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire comme perf? Parce que c'est assez aléatoire, mais j'ai eu toujours des très très gros taux de conversion sur mes calls, que ce soit du coup chez WeHelp. Ça prend toujours un temps d'adaptation, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est toujours des secteurs d'activité différents, sinon je me fais vite chier. Et globalement, une fois que je craque un peu le truc, il faut parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Médico-social, ça a été plus long pour moi, puis j'étais plus jeune, puis je commençais vraiment à avoir le framework en tête, mais j'avais rapidement 80-90% de conversion quand j'appelais des assistantes sociales en milieu hospitalier, parce que dès que tu comprends leurs problématiques, les bénéfices, et dès que tu as la bonne posture, c'est surtout ça qui compte aussi. Avant tout, on va en parler du mindset de la posture quand on fait du call. Bah, en fait, tu niques tout. Puis après, quand j'ai fait aussi pareil de la restauration fintech, j'ai jamais eu, en tout cas moi je tolère pas à voir moins quand je lise dans le temps, hein, moins de 3/4 de taux de conversion, enfin moins de 75% de conversion face à des décideurs, hein, j'entends, attention, parce qu'il y a plein de chiffres, on peut manipuler ça comme on veut. Moi, le plus important, c'est je me casse les couilles à préparer mes listes, à m'organiser, à être régulier. Quand j'ai la personne que je vais avoir au téléphone, si je la foire plus d'une fois sur deux, c'est pas normal. Déjà, une fois sur deux, moi personnellement aujourd'hui, je suis pas content, mais pour moi, c'est pas normal. Donc, Quand tu, track quand, record, ouais, quand, 75% de conversion en moyenne. ouais. Et donc quand tu prépares tes listes, en fait, tu cherches à préparer de sorte à ce que tu touches directement du décideur ou je pense que cela dépend des industries, des marchés et de ce que Bien tu sûr. vas travailler. On va toujours chercher le décideur en prioritaire, donc ça va en priorité, pardon. Et donc ça, il y a des secteurs où c'est plus compliqué parce que t'as pas forcément les 0,6. Je pense notamment aux deux que j'ai eu avant qui étaient hyper chauds, c'est le médico-social. T'auras jamais un 0,6 hein, d'assistante sociale, de kiné, d'IDE, de qui tu veux. Tu passes que par des fixes, donc c'est beaucoup plus long en termes de process. Ça demande aussi une gymnastique et des tips qui sont différents pour aller toucher la bonne personne. Et après, dans la restauration, c'est pareil. T'as pas de 0,6 de restaurateur, tu vois. Tu vas taper le resto et ce qu'il faut, c'est de la régularité, c'est avoir les bonnes plages horaires, c'est le bon discours et c'est surtout pas de bullshit où je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de contenu, ce qu'on veut aujourd'hui et globalement dans le business.
arrêtez de mettre des formes quand il n'y a pas besoin. Soyez simple en fait. Ce qui fait que ça marche, c'est le ton, c'est le côté. J'ai confiance dans ce que me dit la personne de l'autre côté. Je sens qu'elle n'est pas en train de me vendre de la merde. Elle n'est pas en train de me raconter des histoires. Moi, c'est ce que je veux dégager avant toute chose. Ça, c'est sûr. Je rebondis directement sur ça parce que j'ai une mémoire qui est de merde. Donc, je sais qu'il y a certaines croyances, notamment sur la restauration, où d'ailleurs j'ai un ami qui est là-dedans et qui a développé sa boîte justement avec des restaurateurs, où il y a cette croyance où, bah, en fait, non, ces gens-là, tu les tapes pas au téléphone ou sur les réseaux, il faut que tu ailles en présentiel, enfin, les voir en face à face. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que, bah, mine de rien, tu es capable d'aller chercher en call n'importe quelle cible? Alors, deux choses là-dedans. Oui, tu es capable d'aller chercher en call n'importe quel cible parce qu'en fait, si on prend de la hauteur, en fait, aujourd'hui sur cette terre, tout le monde a un téléphone. Maintenant, c'est où est-ce que je vais aller chercher la data. Ça, on peut le mettre dans un coin, on en parlera après si tu veux, qui est la problématique ultime aujourd'hui, l'enrichissement de data, à savoir surtout de 0,6, même s'il y a des super solutions qui existent. C'est la problématique commune que j'ai dans toutes les boîtes que je peux coacher aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pas du tout impossible. De toute façon, on en est la preuve incarnée. Toutes les boîtes que je peux coacher dans la food tech ou globalement dans la restauration y arrivent. Donc en fait, c'est possible. En revanche, évidemment qu'il y a des meilleurs taux de conversion quand je me déplace versus quand je suis au téléphone. Puisqu'en fait, on va aussi prendre un peu de recul. Tu vois une personne face à toi, ça dégage quelque chose. Tu as du charisme ou tu n'en as pas, mais on s'en fout. En tout cas, je vois une personne en face de moi. Je suis plus sensible. Donc naturellement, il se passe quelque chose. On peut facilement décrocher un rendez-vous. Que au téléphone, bah en fait, t'es qu'une putain de voix, tu vois, là tu m'entends plus, tu me vois pas, t'as pas une idée de à quoi je ressemble. Donc en fait, forcément c'est plus dur, mais on va faire passer des émotions. Et encore plus que si on écrit des mails. T'as peut-être 1% des gens qui sont extrêmement forts en copywriting et qui arrivent à faire passer, je pense à une Nina Ramen comme ça, parce qu'elle est tellement forte quand elle écrit, que elle peut te filer des frissons. Mais tout le monde n'est pas Nina Ramen là-dessus. Et donc, bah, avec ta voix, tu peux faire passer des choses. Et encore autre chose, c'est une chose qui est importante en call, la volumétrie, la cadence. Toi, tu vas aller te faire tes petits restos là, à pied. Tu vas t'en faire combien à l'heure si tu t'arrêtes un petit peu pour essayer de parler? Si tu as de la chatte, si le mec est là, parce que potentiellement le mec est pas là, tu t'es déplacé pour rien. Si tu en fais 4 à l'heure, t'es chaud, t'en feras jamais 4 à l'heure. Moi, à l'heure, je peux appeler 30 restos. Donc, in fine, sur la durée, je te nique. C'est ça qui est important. Et autre chose, conseil gratos à toutes les personnes qui font de la restauration, ça me fait plaisir. Arrêtez de prioriser la prospection physique parce que oui, c'est plus facile, c'est plus sympa et autres, ok. Puis après, ça va dépendre aussi de votre ambition et où est-ce que vous voulez vraiment développer vos zones. Commencez déjà par prendre un rendez-vous par téléphone parce que vous voulez dans une zone. Et une fois que vous avez votre rendez-vous et que vous vous déplacez, là, vous faites de la prospection physique. Là, vous utilisez votre rendez-vous que vous avez pris avant pour aller chercher les autres, pour utiliser du coup cette preuve sociale et pour pas vous déplacer pour rien. Moi, le nombre de fois quand j'étais aussi dans le médico-social et que j'allais me déplacer parce qu'il y avait deux façons de les prospecter, hein, le téléphone et mes putains de pieds. Et bah, quand j'allais à l'hôpital et que les personnes n'étaient pas là parce que j'avais aucune putain d'idée, il y a parfois, je perdais des matinées entières. Je faisais 4 hôpitaux, j'étais en scooter heureusement sur Paris, je me faisais les 4 hôpitaux. Dans les 4 hôpitaux, il y avait personne que je voulais voir qui était là. Dans le cul. C'est du temps de perdu. Bon, merci pour le partage, Enzo. Alors, bon, là, on avance vite. Je voulais commencer par un premier point qui était pour peut-être on va dire les jeunes sales tu vois, que tu as peut-être pu voir quand tu démarrais une session ou une promo à Icono, et que je me dis, l'exercice du call, notamment de la prospection, c'est un truc qui est peut-être effrayant, surtout quand tu es jeune commercial. Bien sûr. Peut-être que tu n'as pas de background d'ailleurs et que tu arrives là-dedans, à proprement parler. C'est quoi les freins et ou les croyances limitantes les plus courantes que tu rencontres chez les jeunes commerciaux en ce qui concerne la prospection téléphonique? Et bien évidemment, comment tu les fais sauter? Alors, il y a plein de choses là-dedans. Je vais essayer de me les noter. C'est les suppositions. C'est que même si tu n'as pas du coup d'expérience sur le secteur ou autre, tu vas te dire non, mais lui, ta gueule, tu n'as pas de data, donc arrête de croire à quelque chose. C'est normal. En revanche, je pars du principe, pardon, je vais remettre un peu de contexte. C'est normal, hein, je suis aligné avec toi. C'est normal d'avoir peur de prendre son téléphone. C'est normal que ce soit pas inné. Ça ne l'est pour personne, hein, globalement. Il n'y a pas beaucoup de fous sur Terre qui aiment décrocher leur téléphone pour appeler des gens. C'est logique. Donc, les suppositions. Deuxièmement, la peur de déranger. Et troisièmement, la peur de ne pas être suffisamment du coup crédible. Et tout ça, en fait, si tu veux, d'où ça part, c'est que je crois que tu l'as du coup bien dit avant, il n'y a pas d'école en réalité. Oui, il y a Iconoclast, oui, il y en a d'autres, Rocket School, autres, on va dire, là, qui maintenant, depuis quelques années seulement, se spécialisent sur du sales. Mais si on repart du coup vraiment avant,
Il n'y a pas d'école de vente aujourd'hui, il y a des écoles de commerce et à chaque fois je me fais pas des copains, il y a toujours 2-3 personnes sur LinkedIn qui me disent oui, c'est pas comme ça dans nos classes. Fine, j'ai plein de profs qui m'appellent pour aller dans leur classe pour compenser ce qui marche pas, mais bon, ça c'est encore autre chose. Globalement, on n'apprend pas aux gens à sortir leur téléphone, on apprend aux gens à faire du management, on apprend aux gens à faire de la gestion, on apprend aux gens à faire de la compta, à faire tout ce que tu veux, mais on leur apprend pas à sortir un putain de téléphone. C'est des exercices qui sont pas courants, pas communs. Donc en fait, quand tu te lances dans le grand bain, et comme en plus aujourd'hui, il y a aussi un marché qui est segmenté de plus en plus depuis 10 ans maintenant avec l'éclosion des startups qui fait qu'on a resegmenté un job de commercial qui à la base était j'ai un chasseur, j'ai un farmer. Maintenant, on l'a encore resegmenté en deux sur la chasse. Il y a du SDR, du BDR et maintenant il y a de l'AE, chose qui n'était pas monnaie courante il y a plus de 15 ans. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces BDR, SDR, forcément, bah, tu vas chercher des gens juniors, donc des gens qui sortent d'école et des gens qui ne sont pas formés. Et donc, où est-ce que tu apprends à faire de la prospection téléphonique si c'est pas à l'école? Sur le terrain. Bah, dans des boîtes, sur le terrain, exactement, qui ont déjà des grosses cultures bien implantées, style des Doctolib, style des Doctrines qui font ça très bien, style nous, Sunday, on avait ça aussi dans la culture. Donc, il faut avoir un peu de chat d'arriver dans une boîte où il y a déjà cette culture qui est forte, qui est déjà mise en place et où il y a les ressources en interne qui sont là pour t'aider à monter en compétences et te rassurer sur c'est normal de pas savoir, t'inquiète, je vais t'apprendre. Et pas ouais, il faut appeler, hein, vas-y, il faut faire du volume, allez, vas-y, viens, voilà les stats, voilà où il faut aller. Ouais, frérot, comment je fais pour aller de là à là? Démerde-toi. Ah bon, bah sympa, moi j'ai jamais appris. Donc bon, Ouais, d'ailleurs, c'est cette idée de compliqué. volume, on en reparlera et de la connerie qu'il y a un petit peu tout autour de ça, notamment chez beaucoup de managers, où je pense que l'idée de faire du volume est mal comprise ou mal demandée. La peur de déranger, comment tu la travailles ou comment tu la fais sauter, mis à part. Alors, je sais que d'ailleurs, tu as un proverbe que tu aimes bien dire, je te laisserai le citer, mais comment tu travailles cette peur-là? Ouais, ce proverbe, c'est et au pire quoi? Enfin, qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce que ta daronne, elle va mourir? Est-ce que toi, tu vas mourir? Est-ce que quelqu'un va choper un cancer autour de toi? Non. Bon, bah en fait, il y a plus grave dans la vie. Oui, ça casse les couilles de pas faire ses stats, ça casse les couilles de pas faire ses objectifs. Mais déjà, si tu penses à ça et que tu pars défaitiste, on est mal barré. Donc ça, c'est le premier truc. Comment est-ce qu'on essaie de pallier à ça, à cette peur de déranger? Déjà, il faut faire la scission entre déranger et faire chier. Pour moi, c'est pas pareil. Déranger, c'est une certitude qu'on va déranger. Si on prend du recul sur ce que c'est que le call, c'est quoi? C'est une personne que tu connais pas, qui t'appelle à un moment donné où tu t'y attends pas, pour te parler d'un produit ou d'un service que tu connais pas, ou peut-être peu. Il y a quand même beaucoup d'inconnus dans le bordel. Donc, c'est sûr que tu vas déranger la personne. Je m'attends pas à ce que tu m'appelles. Là, quelqu'un m'appelle, il me dérange. Voir comme en plus je t'aime bien, lui, il me fait chier. En tout cas, il me dérange à ce moment-là. Donc, il va falloir aller droit au but, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Il va falloir se dire, les gars, oui, on va déranger. On l'accepte maintenant, c'est bon? Ok, on va déranger. Mais on va pas faire chier. Si tu penses que tu fais chier, c'est à toi de faire ce travail intérieurement, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Et ça, je le dis toujours en coaching, et donc toujours devant les managers d'ailleurs, parce qu'il le faut pour la boîte. Si tu as peur de faire chier, c'est que tu n'es pas à la bonne place, c'est que tu ne crois pas dans ton produit, dans ton service, et donc casse-toi, va faire autre chose. Tu as le droit de ne pas être en phase et tu as le droit de t'être trompé. Gagnons tous du temps. La boîte et toi, faisons autre chose. Ensuite, c'est manque de structure. On l'a dit avant aussi, parce que manque d'éducation, c'est que les gars, en fait, ils savent pas trop où taper. Et on va revenir, tu peux te le noter, sur l'organisation, la préqualification, qui est extrêmement mal faite et extrêmement incomprise de la part de tout le monde. Et après, c'est une structure de pitch, justement, qui va te pair avec cette notion d'organisation. C'est que du coup, les gens, ils savent pas trop quoi dire. Et ça, à partir du moment où tu n'as pas une logique un peu claire, quand on n'a jamais fait, bah en fait, tu es perdu quand tu as un call. Et donc, tu te comportes pas forcément bien. Et donc, comme en fait, tu essuies échec sur échec sur échec, à un moment donné, tu passes les bras. Surtout si après, en plus de ça, ton équipe ou le manager vient pas te soutenir ou t'apporter des clés. Ça, c'est encore autre chose. Et sur la structure, il y a, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que du coup, mon cerveau, il part dans tous les On sens ira, quand je dis un truc. on ira peut-être travailler la structure différemment, Vas-y, mais là, vas-y, vas-y. ce que tu as partagé et de ce que je retiens qui est important, c'est partie mindset, c'est-à-dire je sais que je vais déranger, que je vais pas faire chier. Donc ça, c'est important, travailler sur ce point-là. Ensuite, le deuxième point que tu as mis en avant, qui est, je pense, très important, toujours un peu dans l'état d'esprit, mais qui est quand tu dis tu déranges mais tu ne fais pas chier, ça veut dire que tu dois tellement croire en ton produit que quand tu appelles, tu es persuadé que tu apportes une vraie solution. Et donc, ça, c'est important parce que ça veut dire que du côté des managers ou de la direction, si on n'a pas fait comprendre à toutes ces personnes qui vont faire du SDR ou du BDR et qui vont se lancer sur de l'outbound que c'est pas faire pour faire, parce que tu vois, beaucoup vont les mettre, bon bah tiens, tu as tel objectif, telle cadence à respecter ou tel nombre de calls à faire. Et on oublie en fait de dire tu vas aider des gens. Ça remet, tu vois, ça ne donne pas la même intention en fait sur l'approche et donc sur l'idée. Et le dernier point
qui est lié pour moi à la confiance en soi. Confiance en soi, c'est quoi? C'est lié à nos compétences. Et donc, pour être peut-être s'enlever de la pression, il faut aussi avoir, comme tu as dit, une structure, euh, savoir qu'est-ce qu'on va peut-être dire ou comment où on va aller. Donc, il y a finalement 2 tiers de, de la réussite de cet exercice-là qui est quand même lié à l'interne, au final, sur comment je vais le framer. Et ensuite, le petit tiers supplémentaire et dernier tiers Mhm. viendra en fait structurer le tout. Ouais, et du coup, c'est parfait avec ce que tu viens de dire, où du coup, je suis aligné, tu m'as permis que mon cerveau se remette en marche et aille chercher l'idée qui me manquait. Les gens, ils sont putain de nombrilistes, mec. Ils ne pensent qu'à leur gueule, qu'à leurs objectifs. Donc, je rejoins ton idée d'intention de arrête de mettre ton objectif qui est je veux faire mes stats, je veux faire mes stats, je veux mon variable. Oui. Mais en fait, ça, c'est ce qui va découler, c'est les conséquences. Qu'est-ce qu'il faut que tu ailles chercher toi en termes d'intention? Tu l'as très bien dit. C'est je vais aider les gens, je vais leur filer un coup de main. Il y a quelque chose du coup que je kiffe derrière. Donc arrête de parler de ta putain de gueule en fait tout le temps et de ton service parce que je te connais pas en fait. Bonjour Julien, oui on se connaît pas. En fait moi je suis Enzo, moi je suis un spécialiste du SEO et moi je travaille avec eux et moi en fait je fais ci et moi je fais ça et ben moi je m'en bats les couilles de ta vie, casse-toi en fait. Tu vois? Conseil à appliquer également sur les messages sur LinkedIn ou autre. Hein, ça marche Tout, pareil. Hein. tout, mec, à partir du moment où on se connaît pas, ou que tu viens pas de la part de quelqu'un, commence pas à me parler de ta gueule, en fait. Si tu viens de la part de quelqu'un qui a une recommandation, ok, parce que c'est de la part d'un tel, bah présente-toi, ça m'intéresse de savoir qui tu es en profondeur au début. Oui, si je ne t'ai rien demandé, que je te connais pas, ça ne m'intéresse pas de savoir qui tu es. Je me fais démarcher toute la journée au téléphone. En plus de ça, on a toujours l'amalgame qui est fait depuis plus de 20 ans avec cette prospection B2C absolument dégueulasse qui est faite avec les arnaques au CPF, les Free, les Bouygues, etc. sur du B2C, les vendeurs de fenêtres et tous les connards qui vont avec, et ben en fait, les gens ils font l'amalgame tout de suite. Ils se disent quelqu'un appelle, c'est forcément pour me vendre quelque chose, pour m'arnaquer. Et parce qu'en plus, ils parlent que de parler de votre putain de prospect en priorité. Parlez de ce que vous lui apportez. Montrez-leur que c'est pas un hasard, justement. Montrez-leur qu'il y a une logique derrière votre appel, que vous n'êtes pas marré à prendre les pages jaunes et à taper tout le monde un par un. Et c'est ça que les gens doivent ressentir. Donc après, on va pouvoir parler sur la posture, mais c'est ce que vous devez dégager avant toute chose. Ouais. On travaillera sur le point un peu plus technique et structurel après. Je voudrais juste enchaîner avant que je l'oublie celui-là. Mhm. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent que j'entende putain mais là il m'a séché. Je sais. Et en gros j'ai blanc, blackout, et le sales ne sait plus quoi faire. Est-ce que tu as un framework? Est-ce que tu as un modèle mental que tu utilises quand tu te fais sécher ou pour éviter de te faire sécher? Bon, tu vas me dire la préparation, mais comment tu fais si malheureusement on se retrouve dans cette situation-là? Un truc qui vient tout de suite en tête, c'est 1, l'humour, 2, la curiosité bien placée. Quand je me fais sécher, je me fous de ma propre gueule. En fait, je rigole parce que le mec m'a mis une cartouche. Et du coup, j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a un vrai humain derrière. Et moi, parce qu'en même temps, moi, je suis un peu comme ça aussi. Je fais preuve de beaucoup d'autodérision. Tu me tacles là, je vais me marrer. Je vais dire, ah le bâtard, tellement bien joué. Mais c'est ma personnalité. En tout cas, c'est le conseil, c'est prenez-le avec du recul, prenez-le avec de l'humour et faites-le ressentir. Encore une fois, vous n'êtes qu'une voix. Montrez que ça vous atteint, mais que, ah, bien joué, touché. Ok. Et après, derrière, c'est curiosité bien placée. Allez re-questionner la personne, parce que c'est ça qu'on doit faire ressentir aussi. C'est là, pour le coup, on va s'intéresser. La meilleure réponse à une objection, c'est le questionnement. Je l'apprends pas à toi, expert du closing. C'est qu'est-ce qui se cache derrière, justement. C'est quoi la racine même de ce tacle que tu me mets, ou c'est quoi la racine même de ce truc qui te bloque, en fait. Et donc, c'est pour ça que je parle de curiosité bien placée, c'est que il faut aller chercher ce qui se cache derrière ça. Et puis après, la meilleure réponse, je trouve, mais ça demande, tu l'as très bien dit, de la préparation, et il faut connaître ces cas d'usage, c'est que la meilleure réponse à une objection, parce que c'est quand même souvent les mêmes, hein, tu as 5 grandes familles d'objections, bah, c'est la preuve sociale. Donc ça se travaille du coup, ça en amont. Et il faut essayer de le remettre en avant. Mais c'est humilité, humour, questionnement et preuve sociale. Top, parfait, merci pour ça. Est-ce qu'on peut aller sur le sujet de la posture, tant qu'on est un petit peu encore là dans la partie, tu vois, plutôt, on va dire dev perso ou invisible. Tu peux nous parler de ce point-là qui est important? La posture, bah, c'est tout en fait. Ça regroupe aussi tellement de choses. Alors il y a la posture. Si on prend juste la posture à l'état brut, je veux dire, enfin putain, là, mon cerveau il a fait et là le mot il vient pas. Tu sais quand ça fait le bordel. Quand t'es debout. Ouais, exactement. Merci. Avec plaisir. Juste le fait d'être debout, la posture, c'est le ton en fait. C'est ce que vous dégagez. Pourquoi je dis debout?
moi, je force jamais personne en coaching ou autre à te dire mets-toi dans cette position. Sauf quand ça fait une demi-heure que la personne, elle se tape la tête là contre le mur et qui me dit j'arrive pas, je dis attends, bouge ton cul, toi, allez, allez, lève-toi, viens avec moi. Et là, je l'emmène du coup ailleurs. Mais sinon, je force personne. Mon point, c'est faire des calls assis comme ça, courbés comme Julien. Ah, quelle blague de merde. Et, et ben en fait, ça, le ton porte pas, tu vois ce que je veux dire. T'es là, t'es tout chétif, t'as peur d'appeler. Donc le ton, c'est 80% en réalité. Après, la posture, c'est tout ce qui touche, moi je trouve aussi au mindset, c'est des bonnes valeurs comme l'honnêteté, c'est avant tout la sympathie et l'expertise. En fait, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle à froid, ou au pire de réchauffer si vous voulez, sur du warm call, c'est pareil, moi je trouve qu'il y a deux choses qui font qu'on a envie de prendre un rendez-vous avec quelqu'un ou qu'on a envie d'accorder du temps. Un, c'est la sympathie, il faut que les gens du coup sourient. Bon, tu vois, on doit sentir le sourire à l'autre bout. Ça veut pas dire faut être niais et en rajouter des caisses. C'est juste un petit sourire, tu vois, ça s'entend, c'est cool, sympa. Et expertise. Encore une fois, tu sais pourquoi tu m'appelles, tu sais ce que tu me proposes. Tu parles qu'avec des gens comme moi tous les jours, en fait. Et quelqu'un qui est sympa et expert dans son domaine, bah putain, moi je veux bosser qu'avec des gens comme ça aujourd'hui, hein, littéralement. Donc c'est ce que vous devez dégager. Et ça, après, ça passe par des termes du coup techniques pour la partie expertise. Et quand je dis technique, ça veut pas dire pompeux, attention, hein, comme je dis toujours, l'expertise, quelqu'un qui est expert dans son domaine, c'est pas quelqu'un qui emploie des termes compliqués. Au contraire, c'est quelqu'un qui est capable de vulgariser à mort le concept, à mort l'idée, et d'en faire quelque chose de simple qui peut parler absolument à tout le monde. C'est ça l'expertise, et c'est à ça que vous devez vous atteler, littéralement. J'ajoute le point sur la physiologie qui est ultra important. Pourquoi? Parce que comme tu l'as, pour ceux qui voient pas le podcast, mais quand tu es avachi, tu vas envoyer à ton cerveau et donc du coup à ton comportement et donc à ce que tu vas et même donc à tes émotions et ensuite ton comportement, le message que tu es voûté, que c'est compliqué, que tu es dans le dur et c'est physiologique. Donc si on veut hacker ou tricher avec notre énergie, en fait l'importance de la posture, même si vous êtes tout seul, de se mettre pour moi debout, ça nous permet de rentrer vraiment dans ce mode où on va enchaîner, on va aller créer de la cadence et ça nous permet aussi de forcer notre corps à aller se mettre dans la bonne énergie. On le voit d'ailleurs en sport, tu vois, si tu vas attaquer une barre qui est plus lourde que d'habitude par exemple, en fait si tu vas à reculons, forcément ça marchera pas. Donc autant tricher là-dessus. Euh, et par rapport à ce point-là, juste une petite aparté, est-ce que tu crois en ces freelances qui sont seuls en remote et qui sont placés sur des missions de call. J'ai beaucoup de dirigeants qui m'appellent et qui me disent moi j'aimerais bien recruter mais en les internalisant, donc en CDI, parce que je crois pas en la performance commerciale du mec qui est en remote tout seul chez lui et je crois pas qu'il arrivera à faire du call et à réussir sa mission. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête sur cette question. C'est tellement une Voilà. question complexe, c'est tellement d'actualité. Donc, il y a déjà, elle est très juste. Et parce que le marché, il évolue tellement là depuis genre un peu moins d'un an. C'est tellement la galère de retrouver des sales. Il y a une rétention qui est dégueulasse. Tout le monde se bat pour la même chose. Tout le monde veut refaire de la croissance. Tout le monde se met sur faire de l'outbound parce qu'on était tous partis sur le l'inbound et depuis un an, tout le monde tape le plafond de verre et c'est la merde. On a dit tout à l'heure que personne n'était formé réellement à faire de la prospection téléphonique. Tu mélanges un peu tout ce schmilblick là, boum, t'envoies ça. Allez, c'est parti. Et donc, il y a de plus en plus de freelance avec aussi tout ce qu'on voit sur LinkedIn, les gens maintenant qui se mettent à leur compte. Tout le monde suit cette trame, tout le monde veut de la liberté, tout le monde veut bosser que pour soi, se faire 20 000 euros par jour en branlant le moins possible. Bref, voilà un peu là où on en est et c'est un peu le merdier. Donc oui, les boîtes en tout cas galèrent à recruter et souhaitent externaliser leur prospection. Il y a encore quelques temps, je trouvais ça dangereux, j'étais totalement contre. Quand je vois comment le marché évolue, je me dis il y a un truc à faire en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu le merdier et c'est compliqué. En tout cas, de ce que je vois, les boîtes qui utilisent aujourd'hui, j'étais encore en call tout à l'heure avec un client qui le fait, c'est dégueulasse. Enfin, il y a un taux de no-show qui est colossal. Pourtant, ils font des calls. Les mecs sont quand même détachés, mais après, ils passent par une agence. Donc, bref, encore une fois, c'est un peu différent. Les leads sont pas forcément très qualifiés et il y a un taux de no-show qui est ouf. Maintenant, oui, c'est possible. Et en fait, j'allais dire, ça dépend encore une fois de l'intention, la motivation, de ton sales qui se met en freelance tout seul. C'est possible de faire du call tout seul chez soi. Je pense qu'aussi à terme, j'espère que ces sales-là sont aussi bien organisés et font un peu de call avec d'autres et se retrouvent entre poteaux, même si c'est pas forcément le même job, mais qu'une fois de temps en temps, ils se nourrissent un peu des autres et ça leur permet aussi de s'élever et de grandir. J'ai perdu le fil de la question. En tout cas, oui, c'est possible. Il faut suivre ces gens-là. Il faut qu'ils soient aussi coachés. C'est pareil, tu vois, en tout cas, s'ils sont en free.
Et après, il y a plein de trucs qui entrent là-dedans. Ton coût, combien tu vas payer du coup ton lead, c'est quoi du coup un rendez-vous qualifié, est-ce que tu payes ça du coup au forfait, est-ce que tu payes ça du coup, comment tu payes ta surperformance, comment tu payes quand un mec te met un no-show. C'est délicat d'externaliser cette partie-là, mais il y a des boîtes qui n'ont pas le choix. Après, ça dépend aussi des types de boîtes. Je trouve que ce format-là d'externalisation de prospection, il est bien pour des petites boîtes. Il n'est pas forcément judicieux pour des grosses parce que leur process casse les couilles, que c'est super chiant, du coup qu'il y a 36 000 responsables dedans, que ça prend 3 plombs pour prendre une décision, qui sont regardants sur tout, qu'ils ont de l'oseille, qui cherchent à en faire plus, mais qui grattent le moindre euro alors qu'il y a des gars qui se tapent le cul pour prendre des trucs. Donc moi sur les grosses boîtes, même si je comprends parce qu'ils galèrent comme les autres à recruter, compliqué. En tout cas, là, je parle du point de vue des freelances. Moi, j'irai pas. Et après, sur des plus modestes et des petites, quand tu es en direct avec un dirigeant ou autre, bah, c'est plus facile parce que tu crées une relation de confiance entre ton freelance et la boîte, même s'il n'est pas directement dans ta boîte. Tu peux le sensibiliser à ton produit, tu peux lui donner de la technicité, tu peux l'aider du coup à être un meilleur performeur. Si en plus de ça, il se fait coach à côté, bon, bah, c'est banco. Et après, ça va dépendre aussi du sales, qu'il arrive à se mettre aussi ses limites et se dire ok, je peux prendre tant de missions parce qu'on est aussi, il y a là pas du gain, hein. C'est de se dire putain, je peux prendre de l'oseille, donc vas-y, je prends 5 missions en même temps. Vas-y, fais-en déjà bien 2, Coco, parce que ça demande quand même un effort mental, de l'organisation et beaucoup d'énergie. Une fois que tu auras bien géré tes 2, rajoute-en une 3e et après on verra. Donc il faut aussi que ces mecs-là, et ces nanas bien sûr, quand je dis les mecs on s'en fout, hein, soient pas trop gourmands en fait et puissent se mettre leurs propres limites pour atteindre leurs objectifs et être compétents. Ok, Je parle dans parfait. tous les sens, je suis désolé Non, frérot, non, non, hein, c'est mais, ok. Non, non, merci beaucoup pour la réponse. Je vais revenir sur, enfin, bon, ça c'est l'aparté. Je vais revenir un peu plus sur la partie structurelle. Donc, tu as dit en début que tu as travaillé avec beaucoup d'industries, donc des marchés différents, des cibles différentes. Euh, Est-ce que quand tu arrives donc on va dire dans une boîte, donc dans un marché, peu importe l'industrie, tu respectes quand même mine de rien des étapes des étapes spécifiques pour construire ou garantir une bonne performance sur un call call. La question Ah est bah claire. oui. Oui, oui, c'est très clair. Bah, en gros, Donc quelles sont-elles? si je comprends bien du coup la question, c'est que en fait, peu importe ton industrie, tu gardes un petit peu la même trame pour offrir le même niveau de performance derrière. On est d'accord. Ça c'est la question et donc du coup c'est comment Oui, en c'est fait ça. comment tu structures du coup ton call call. Bah, ce que je disais tout à l'heure, on se le garde dans un coin, c'est la partie déjà pré-qualif, ciblage. Est-ce que le ciblage est bien fait? Est-ce que j'ai bien mon bon ICP? ICP, Ideal Customer Profile, donc c'est le type de boîte. Je vais chercher des boîtes dans l'industrie de l'aéronautique qui se trouvent à Toulouse, qui ont moins 200 salariés et blablabla. Et à l'intérieur, je vais cibler 1, 2, 3. Après, ça dépend si tu es sur du SMB, middle market ou grand compte. On va dire 3 buyer persona. Je vais cibler dedans. Donc, un buyer persona, c'est la personne que vous cherchez à joindre, votre interlocuteur, votre décideur, comme on l'a dit au début. Donc, ça va être, je vais chercher le directeur financier, je vais chercher le DSI, je vais chercher le CEO, je vais chercher le directeur commercial et blablabla. Ça, c'est à vous de bien faire ce travail du coup en amont et d'être sûr d'aller déjà bien taper. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir justement aller scraper cette donnée parce qu'on a dit qu'il fallait quand même avoir du volume, même si on se cache derrière le côté plus t'en fais, plus t'en fais, plus t'en fais, plus t'es bon. Oui, mais viens, on va un peu mêler ça avec de la qualité, ça va être encore mieux. Donc, le ciblage, il doit être un petit peu plus chirurgical et on doit aller enrichir la donnée. On l'a dit tout à l'heure, c'était la problématique la plus forte aujourd'hui, moi je trouve, sur les boîtes, c'est que c'est compliqué. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent depuis des années qui sont top pour aller faire des tableaux très propres, enrichir, être sûr qu'il y a bien le bon mail et tout. Ouais, super, ton mail, je m'en branle. Moi, ce que je veux, c'est des numéros, tu vois. Et donc ça, c'est compliqué à avoir aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est arriver, donc le ciblage, scraper en masse ces gens-là. En masse, ça veut pas dire des millions, mais ça veut dire, tiens, sur le ciblage que je viens de t'énumérer sur l'aéronautique Toulouse DSI, bon bah super, j'ai sorti 1000 personnes. Je dis n'importe quoi. Sur ces 1000 personnes, maintenant, je vais aller enrichir la data. Je vais aller récupérer du coup les 06 idéalement. Super outil, Casper notamment, tu vois, qui est notre partenaire avec le Call Club, ou via LinkedIn, tu peux trouver des numéros. Il y en a d'autres, je vais citer notre partenaire pour pas faire le crevard, mais voilà, il y en a d'autres. D'accord, ok, bon, il y en a d'autres. On citera pas Drop Contact par exemple. Drop Contact, mais pas trop les numéros. Drop Contact qui est au top de Cohen, super mec, et Drop Contact qui est magnifique pour te faire une base de données nickel très propre, qui va te trouver des fixes, qui va te faire un truc nickel avec des mails, mais les 06 il les trouve pas. L'Emlist du coup pareil, qui est intégré du coup avec ça. T'as Lucha Apollo, allez on va les donner, tu vois, Lucha Apollo, Datagma, qui sont très bien pour essayer d'aller choper du 06. Alors juste pour peut-être mettre de la clarté pour les gens qui seraient peut-être pas à l'aise avec ces termes-là, mais donc quand tu dis ciblage, c'est je vais vraiment travailler sur qui je vais aller chercher. Donc ça c'est une première partie.
Ensuite, là-dedans, tu as le scrapping qui est une autre, donc on pourrait dire qu'il y a la deuxième partie. C'est maintenant que j'ai trouvé mes cibles, je vais aller Mhm. les récolter. Donc Mhm. là-dessus, il y a aussi d'autres outils. Et ensuite, quand tu dis enrichissement, j'ai l'impression Mhm. que pour toi, l'enrichissement s'arrête simplement à numéro de téléphone. Bah parce que là on parle de call, le reste en fait j'en ai un peu rien à foutre. Enfin si tu, en fait c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que les outils te le donnent naturellement, comme on l'a dit. Tu vois, t'as un drop contact, bon bah c'est bon. J'ai un super beau tableau, grâce à Denis, le nom prénom a été scindé, tout est propre. J'ai un super tableau, il est nickel, mais j'ai pas de 0,6. Et c'est cette colonne là qu'il faut remplir si on veut faire du call, tu vois, idéalement. Parce que si je me tape que des fixes, je vois plein de boîtes où je vais. Il n'y a pas cet effort là justement qui est fait en amont. Les sales ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas du tout d'outils. C'est tiens démerde-toi, il y a tout dans Salesforce, il y a tout dans le CRM. Et en fait, du coup, bah, ils se retrouvent avec des numéros de ligne fixe, donc ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Là, on se heurte à autre chose qui est du coup du barrage secrétaire ou juste en tout cas avoir un intermédiaire et où nécessairement tu rallonges ton cycle de vente. Moi, ce que je veux, c'est essayer de couper ça. C'est essayer, si je peux avoir le 0,6, de les prioriser. Et donc là, la suite de ça, une fois qu'on a donc ciblé, donc du coup ciblé, identifié, scrappé, enrichi, maintenant, il faut se faire cette pré-qualif. C'est que là, j'ai dit exprès du coup que des DSI dans ce secteur-là. La réalité, c'est que quand tu arrives dans une boîte en tant que sales, tu récupères un secteur qui parfois est un gros fouillis, parce qu'en fait, il y en a de partout dans le CRM. Donc, c'est ta responsabilité de te sortir tes doigts du fiac et de faire du coup ta liste, en fait, tu vois. Ça veut dire que je vais devoir segmenter intelligemment et prioriser. Tu sais filtrer sur Excel? Oui, bon, bah c'est bon, tu sais faire une liste, bordel, en fait. C'est-à-dire que j'en ai de partout, bah, comme je te dis là, moi je vais cibler que Toulouse, là sur cette session de call, je vais cibler que cette industrie, je vais cibler que des DSI et je vais prioriser par ceux où j'ai les 0,6 en premier. Oh, bah comme par hasard j'ai 40 leads à appeler, et bah voilà, putain. Est-ce que tu as une, comment dire, une bonne pratique pour nettoyer justement tes listes, que ça soit peut-être récupérer ou savoir que tu vas pas appeler des numéros qui sont plus bons ou quoi que ce soit. Est-ce que tu utilises l'IA? Est-ce que tu vas voilà, Ouais, il y a de plus dans en ta plus aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, des très bons copains qui ont une solution au top que je conseille qui s'appelle Star Leads. Pour ceux qui ont justement notamment beaucoup de numéros fixes qui va permettre du coup via une IA d'appeler, de qualifier que la personne est toujours là, bon, de récupérer le mail encore c'est anecdotique, déjà de valider si le numéro est toujours bon ou pas. Je pense notamment à un secteur de la restauration où il y a au moins un tiers des restos qui ont fermé depuis le Covid et où tu vas éviter de te taper la tête contre un mur à appeler des faux numéros. Parce que pareil, je fais une petite parenthèse, le call le plus compliqué, c'est pas de se manger des portes, c'est pas d'avoir des noms. Le plus dur en call, c'est de ne pas avoir de personnes qui répondent à l'autre bout. C'est contre ça qu'on se bat. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il faut conserver son énergie. C'est d'avoir des répondeurs ou c'est d'avoir des gens qui ne sont pas là. C'est ça qui est frustrant quand on appelle. C'est pas d'avoir des gens qui disent non. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Je pense à Starleads et l'IA, c'est le premier truc qui me vient. Mais oui, chaque outil pour faire cette partie-là est primordial. Maintenant, mon conseil aussi, on va dire pour les boîtes, c'est arrêter de déléguer nécessairement cette partie à tous les sales, tu vois. Je vais payer justement des licences à tout le monde. Ah, c'est cool, hein, tout le monde a Casper. Ah, c'est cool, tout le monde a ça. Et en fait, tu te rends compte que sur les 10 sales, il y a peut-être 20 ou 30% qui exploitent pleinement l'outil. Donc en fait, arrête de rajouter cette tâche de merde à tes sales sur du coup tout ce qui est ce sourcing, cet enrichissement, ce scrapping, etc. C'est ton growth, ton marketing, ton sales ops, quand tu as la chance d'avoir tout ça bien sûr. Si tu n'en as pas, tu trouves quelqu'un qui est un peu à même d'avoir ça en interne, voire tu te fais aider en externe, faut pas avoir de honte à ça. Il y a de plus en plus de sales ops aussi en free. Et du coup, ça, tu leur apportes des listes propres. Après, c'est eux qui se démerdent sur, comme je disais, le filtrage, la priorité, appeler, régularité et tout. Mais au moins, tu leur donnes une data qui est à peu près propre. Parce que c'est pas des magiciens. Moi non plus, je suis pas un magicien quand je vais en formation et qu'on arrive et que les mecs ils appellent et qu'ils ont des listes dégueulasses. Bah, t'inquiète pas que derrière, il n'y a pas forcément de résultat. Versus quand je vais dans des boîtes ou quand c'est au cordeau, c'est bien ciblé, on a des bons numéros, on éclate les sessions de call. Donc, il n'y a pas de recette miracle en fait là-dessus. Enfin, il n'y a pas de secret, tu vois. Je crois qu'il y a d'ailleurs plusieurs boîtes, je crois que c'est Up2 qui en parlait, qui avait des sales exclusivement dédiés en fait à la création et au nettoyage de listes et qui transmettaient ensuite au SDR. Donc tu avais encore un sales avant le SDR qui s'occupait de matcher ce travail-là. C'est Euh, souvent ce qui est fait aussi chez Salesforce, tu vois, notamment, c'est la notion du coup de BDA qui est avant le SDR BD, ou voilà, avant c'est le ça, ouais. Ouais. BDR, où lui, du coup, il va sourcer, il va remplir du coup justement le CRM, il est censé du coup aller chercher cette data. Donc oui, ce post-là est intéressant, tu peux le donner à qui tu veux, mais évite de défocus tes sales à leur rajouter ce truc-là, qui en plus font pas forcément bien, leur prennent la tête, intègrent pas dans leurs agendas, donc ouais, le font pas,
et fais-le externaliser par quelqu'un d'autre ou donne-le à quelqu'un en interne qui le fait exactement. Et comme ça, on peut déjà travailler sur une data qui est bonne, ce qui est la moindre des choses. Exactement, exploitable, tout à fait. Donc là, on a vu toute la partie préparation de l'exercice en lui-même, enfin de l'exo. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est qu'est-ce que je vais dire. Donc pour le qu'est-ce que je vais dire, il y a la première étape qu'on a parlé tout à l'heure qui était l'identification de l'ICP. Et je pense que si on ne connaît pas son ICP, tu vas nous confirmer pourquoi, on ne peut pas construire un bon script de call. Donc c'est quoi les étapes prioritaires ou essentielles pour justement, maintenant qu'on a nos données, comment on construit notre script d'appel? Bah moi c'est un truc, je vais pas dire que je l'ai breveté parce que c'est pas vrai, puisque à la base c'est pas moi, mais je l'ai réadapté en tout cas. Et je sais que je communique énormément dessus et moi ma vision et je l'adapte partout et je le fais toutes les semaines avec le Call Club et je le fais dans toutes les boîtes où je passe et ça marche partout. Je suis obligé de le dire. C'est AIDA. AIDA, qui à la base est une méthode de copywriting. Donc le concept du copywriting, hein, c'est la vente par l'écrit. L'essence même de ce truc-là, c'est de se dire que chaque ligne me donne envie de lire la suivante. Tu sais, hein, tu écris sur LinkedIn aussi, donc c'est un peu le concept qu'on essaie d'appliquer quand on écrit un post. Bon, moi du coup, j'ai appliqué cette même technique. Donc à la base, AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Moi, je me suis dit, OK, en fait, c'est hyper pragmatique, c'est hyper concis. C'est ce qu'on veut justement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur un call. Hein. On pourra revenir aussi sur cette notion de temps juste après. Un call, c'est pas 10 minutes, hein, sauf si on a validé le rendez-vous et qu'on qualifie. Mais c'est jamais 10 minutes, c'est 2-3 minutes max, 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 max. Donc, on va aller droit au but. Et cette méthode est infaillible pour ça. Donc, moi, au lieu d'intention, j'appelle ça une amorce. Ensuite, dans l'intérêt, ce qui est important de mettre, c'est les bénéfices. Ensuite, dans le désir, moi, je mets du coup un petit chiffre, une preuve sociale. Et après, call to action. Je propose des dates. Plutôt matin, après-midi, mardi prochain, jeudi. Ok, on est proactif aussi. On n'est pas passif dans la demande de rendez-vous. Et donc, moi, en fait, cette méthode AIDA, j'ai réutilisé le même concept que le copywriting en me disant chaque idée que j'apporte avec ce framework ne donne pas envie à la personne en face de me raccrocher à la gueule. Voilà, même concept que de lire la ligne suivante. Donc voilà, AIDA. Est-ce que sur ton approche, tu décides de taper plutôt sur les problématiques pour accrocher ou est-ce que tu vas taper sur des bénéfices? Ça dépend de quelque chose. Comment Tu peux, et du coup, merci pour cette passe D dans le sens où je vais remettre du contexte sur AIDA, c'est que c'est un framework. Tout ce qui va être dedans, on s'en fout dans quel ordre c'est fait, on s'en fout comment tu le dis. Ce qui est important, c'est d'avoir un peu ces grandes étapes-là en tête. Et donc, quand je parlais de bénéfices sur la partie intérêt, on peut très bien attaquer sur le constat d'une problématique. Je te prends un exemple, quand du coup j'étais avec Sunday et que je te ferai l'amorce ou je te ferai un pitch chantier si tu veux, la partie du coup intérêt, c'était je sais que depuis le Covid, c'est hyper relou pour vous de recruter, vous trouvez pas de personnel, vous êtes dans la merde, limite vous pouvez pas ouvrir votre resto. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne des restaurateurs comme vous pour diminuer le temps d'encaissement et vous permettre de tourner avec même 20% de staff en moins et vous passez plus de temps avec le client. Cerise sur le gâteau, vos gars que vous galérez à recruter, on leur fait gagner 40% de pourboire en plus, donc ils restent chez vous. Et en plus, vous gagnez 10% de tickets moyens vous, et ça, c'est dans votre poche. On bosse déjà avec Big Mama, Bouillon Pigalle et Tartampion. Du coup, je voulais vous présenter ça. Je sais que le midi, c'est impossible pour vous, donc on peut se voir après le rush, vous serez tranquille. On peut se dire 15h jeudi. Ça, c'est directement sur ton accroche ou Non, là, je l'ouverture t'ai pas parti de l'intérêt. Là, je à t'ai fait partir de l'intérêt. l'intérêt. L'accroche, tu le vois de toute façon quand je fais tous les call clubs avec Jus, on a une approche différente. Lui, il est sûr, et c'est pour ça que je voulais dire, il n'y a pas de recette universelle. Julien, on n'a pas du tout la même méthode. Julien ne fait pas AIDA dans call club. Julien est très fort. Julien prend des rendez-vous. Ok. Moi, j'ai AIDA. Je l'adore, je peux l'amener partout et je trouve que ça aide les gens à structurer. Lui, il a autre chose, c'est qui je suis, pourquoi j'appelle, nanana. Dans l'accroche, lui, il adore le comment allez-vous. Moi, je déteste. Ça peut être un bon icebreaker. On va voir pourquoi aussi. C'est que, d'ailleurs, quand c'est retourné, c'est le meilleur icebreaker pour moi. Quand la personne te dit « ça va bien, merci, et vous ?» La plupart des gens répondent « ça va bien, merci ». Et donc, en fait, je vous appelle pour… Ils s'en battent la race de ce qu'il dit, tu vois. Alors qu'en fait, quand la personne te retourne, et ça, je le dis à tout le monde qui écoute ou qui regarde, si vous utilisez le « comment allez-vous » en accroche, déjà, vous devez l'incarner parce qu'il faut que ce soit sincère. Et deuxièmement, quand on vous le retourne, s'il vous plaît, exploitez-le avec un peu d'humour pour baisser la garde de la personne et gagner la confiance. C'est écoutez, Julien, je marque un temps juste parce que d'habitude, moi, personne me le retourne, le comment allez-vous. Donc déjà, merci beaucoup. Plutôt que ça va bien, merci. Alors en fait, attends, je suis concentré, ta gueule, à moi de parler. Tu vois, genre, vis le truc, vis l'instant, tu vois, genre, sois dans le flow, remercie la personne, crée du lien. Ça sert aussi à ça, le call. C'est possible de créer du lien au téléphone, même si on ne se voit pas. Hein. Je pense qu'en fait, ce qui complexifie
ce temps d'arrêt. Alors Julien j'ai appris qu'il faisait du théâtre à côté, donc je pense que ça aide Oui, du aussi. stand-up. Ouais, du stand-up en plus, Mhm. donc ça c'est donc ok. Je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être que tu me contrediras là-dessus. Call call, on se dit putain, je vais me faire raccrocher à la gueule, il faut vite, 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 vite que j'aille vite. Et du coup, ça vient, je pense, euh, driver et dessiner l'ensemble du script parce que tu le dessines de sorte à ne pas te faire bâcher rapidement. Est-ce que c'est une connerie de faire ça ou tu vois, tu peux contrecarrer cette approche-là? Non, il y a de l'idée. C'est comme je te disais tout à l'heure, le pitch pour moi, il doit être très court. Là, t'as vu le pitch que je t'ai fait sur Sunday? Il a pris quoi? 20 secondes? Même pas? J'ai tout dit. Mais je te l'ai dit avec une bonne cadence, avec un bon ton. Ma voix a fluctué. J'ai vécu le truc. Je t'ai fait sentir que j'étais pas un robot. Et c'est ça qui est important. Que tu sois concis dans ton pitch, c'est le concept, moi en tout cas, d'Aïda. Maintenant, si tu vas aller du coup super vite et que tu veux pas du coup écouter ce que la personne elle dit, que quoi qu'elle dise, dans tous les cas, tu vas vouloir rebondir, ok, ça c'est stressant en fait et tu vas pas apporter un moins de valeur. Et on sent ton stress, donc en fait c'est bizarre. Tu vas avoir une personne sur 100 qui va avoir pitié, qui va dire calme-toi Coco, t'inquiète, parce que tu tombes bien au moment pour lui. La réalité c'est que sinon les gens vont te raccrocher au nez. Donc ce qu'on veut c'est une personne qui est posée, qui a confiance en son pitch, en elle et qui sait pourquoi elle appelle et qui vit, tu vois, le moment. Donc après ça, quand je te le dis, c'est facile. Des calls, j'en ai fait des dizaines de milliers, je pense, tu vois. Donc forcément. Puis comme je te dis, ils vendent des ONG dans la rue ou pareil, j'ai arrêté des milliers de personnes. Donc maintenant, je m'en bats les couilles. Tu me mets face à n'importe qui, n'importe quoi, je vais improviser. Mais ça m'a demandé de la répétition. Je suis pas né comme ça. J'avais peut-être des facilités parce que moi, je suis un peu un pitre et hyperactif. Donc ok. Mais après, ça demandait, tu vois, de la structure, de l'orga, toute cette méthode que je te donne là aujourd'hui. Quand j'ai commencé à vendre ma boîte, je savais pas tout ça. Quand je suis arrivé chez WeHelp et que j'ai constitué mon pitch, je savais pas tout ça. Donc ça vient forcément avec le temps. Aujourd'hui, il y a une forme d'impatience auprès de tout le monde. On veut déjà être le meilleur, on veut déjà avoir réussi, on veut déjà avoir touché son variable, on veut déjà avoir pris le rendez-vous avant même d'avoir composé le numéro. Bah ouais, mais bon, vis le moment déjà et crée un truc sympa avec la personne. Tu vas voir que ça va bien se passer, hein. Donc, et le pitch donc rejoint et fait partie de ton AIDA ou même pour ton pitch, du coup là tu utilises un autre framework. On parle de vente là ou on parle de quoi? Toujours du pitch de vente. Ouais. Bah, parce que pour moi, tu as un pitch de prospection qui a Pitch de, AIDA. Après, pitch de tu prospection. as un pitch de vente qui est pas pareil, du coup, forcément. Du coup, Une mais... fois que tu as ouvert la porte du coup avec ton pitch de prospection, tu vas refaire un autre pitch derrière pour aller booker ton rendez-vous. En fait, tout fait partie du même format. Bah, non, en fait, si tu veux, genre là, déjà, si j'ai bien ciblé IC Piber Persona avec le pitch que je t'ai donné là, tu peux regarder des call clubs, hein, j'ai pas besoin de dire plus, hein. Souvent, à la fin, la personne, c'est alors pas mardi. Bon, bah, déjà, c'est gagné, tu vois, j'ai juste balancé mon truc. Bon, bah, super. Parfois, des gens vont pas comprendre, vont avoir des objections. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans ce jeu un peu, cette spontanéité, vivre cet état de flow pour, ok, il m'a balancé une objection. Comment je l'accepte, comment je l'écoute pleinement et comment je rebondis dessus. Après, on rentre dans le ring tous les deux. Je t'ai balancé mon truc, mais je t'ai balancé toute ma proposition de valeur avec une logique de pensée, avec de la vie dedans. Maintenant, à toi de me dire si je t'ai touché tout de suite et on est OK, ou si tu as encore besoin que je t'amène de la valeur et de la confiance. Et donc, auquel cas, bah, je vais rajouter des choses. Mais ça, je le prépare pas avant. Ça, c'est que de l'impro. Parce que ça dépend de ton objection. Est-ce que tu me dis, non, là, tu me déranges? Est-ce que tu me dis, comment vous avez eu mon téléphone? Est-ce que tu me dis, ah bon, et ça veut dire quoi? Est-ce que tu me dis, non, mais j'ai déjà eu quelqu'un? Tu vois, donc en fait, c'est plus tu vas te confronter, ça revient de l'idée d'avant, ce que je disais, plus tu vas te confronter à des cas, plus tu vas être à même d'y répondre. Tu vois, donc en fait, c'est que par la pratique que On tu l'avait mis, vas réussir à répondre à ça. on l'avait mis de côté en début d'entretien où on avait dit la durée d'un call. Mhm. Je le dis là au cas où on aurait des personnes qui le sauraient pas déjà, mais l'objectif d'un call n'est pas de vendre. L'objectif d'un call est de Merci. booker un rendez-vous. Ce n'est pas, c'est pas, enfin ça il faut bien le Totalement. conscientiser. Ouais. Ah oui, oui, non, l'objectif de l'appel, encore une fois, prenons du recul. Je te connais pas, tu me connais pas, je connais pas ta solution. Tu m'appelles à un moment donné où tu me déranges, tu me vendras pas un chocolat. C'est fini cette période. On n'est pas dans l'Old Wall Street où tu vas vendre des actions à quelques pennies, ou alors où tu vas me vendre des bottins téléphoniques ou je ne sais quoi. Révolu ça, ok? Donc oui, tu me connais pas, je te connais pas, je te dérange. T'es pas du tout à même de m'écouter. La vente, ça passe avant tout par de la découverte, de la compréhension de besoin. C'est pas en 3 secondes que ça va se faire. Donc il faut qu'on ait un temps défini tous les deux. Donc on va le caler ensemble ce temps défini pour qu'après je fasse une vraie phase de découverte et que je vois si je peux répondre à ton besoin et que je développe un argumentaire de vente en bénéfice. Oui, là c'est autre chose. Donc là on prend pas beaucoup de temps. 2 minutes un call. 2 minutes en tout cas pour la proposition de valeur, ce qui fait que le call va s'étendre, parfois à 5, peut-être plus. Non, au-dessus de 5 c'est assez rare. Ou alors ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de cravacher, là c'est dur, attention au meeting qui va arriver. En fait c'est la phase de qualification. Parce que là, du coup, on a appelé, on a fait de la pré-qualif, on a présupposé les problématiques, les bénéfices, etc.
En revanche, on veut valider des infos, parce qu'un rendez-vous, quand il est pris, il doit être qualifié, naturellement. Mais la qualification, contrairement à l'inbound, et là on peut se faire un petit point si tu veux là-dessus, qui est la grosse incompréhension du secteur aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à l'inbound qu'ils veulent rentrer par de la question. En fait, les questions viennent après. D'abord, j'amène ma valeur, on valide le rendez-vous et je te coche toutes les cases. Ah, ok, Julien, juste pour préparer le rendez-vous. D'ailleurs, vous, comment vous faites ça? Ah, ok. Vous êtes bien sur ça comme logiciel? D'accord, ok, super. On valide que ça vaut le coup de le prendre. En fait, les gens, comme ils font de l'inbound la plupart du temps et qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils ne sont pas éduqués sur l'outbound, ils se disent, bah, moi, j'arrive, je pose des questions. Mais frérot, je te connais pas. Tu me poses des questions comme ça qui sortent de nulle part. Oui, bonjour, je vous appelle, vous allez bien? Oui, super. Je voulais savoir en fait, comment est-ce que vous avez l'habitude de gérer tel truc? Mais en fait, ta gueule, tu me déranges, je te connais pas, pourquoi je vais te répondre? C'est bizarre, tu vois, tu m'agresses en fait, limite. Et Bah, moi, en ça, tout cas, dé- ça j'ai pas dépend. confiance, tu vois. Ça dépend d'où il arrive, parce que tu pourrais te dire, bah, j'ai mis un marketing en place qui est normalement fait partie d'une séquence d'endoctrinement et d'éducation, et On n'est pas sur normalement, du call, frérot. quel inbound du coup tu parles? Bah, on n'est pas là. L'inbound, c'est autre chose. L'inbound, c'est du lead entrant. Je dis que les gens sont mal éduqués parce qu'en fait, de l'inbound, c'est j'ai un lead qui a dit ah, Julien, peut-être que je suis intéressé par toi. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est du coup la base d'un call en inbound? C'est la disqualification ou la qualification du coup. J'ai un lead qui rentre, est-ce que ça vaut le coup que j'y attache du temps? Quand tu reçois genre 20 leads par jour, c'est de te dire est-ce que c'est Mireille qui s'est trompée dans le formulaire, qui a rien compris et que du coup je dégage? Ou est-ce que du coup c'est Jean-Charles qui a bien compris, qui nécessite que je lui apporte du coup du temps et qu'on cale un rendez-vous encore une fois plus tard? Ce qui n'a du coup rien à voir. Et donc les gens commencent souvent par poser des questions instinctivement. Mais c'est pas pour moi la solution en outbound, vraiment pas. Après, si tu me parles de séquence marketing, de multicanal, c'est autre chose. Et là, du coup, on est presque plus sur du warm call. Parce que oui, si ça fait genre longtemps que le mec est sur ta séquence, qu'il te voit sur LinkedIn, c'est un peu du réchauffé. C'est autre chose que du pur froid, froid, froid. Un Alors, petit peu différent. peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais pour de l'outbound, évidemment que je suis d'accord que là, on ne pose pas cette question de qualification, et encore peut-être sur d'autres choses, mais sur de l'inbound, où là, c'est la personne qui vient à toi. Mhm. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que sur de l'inbound, on va aussi avoir du SDR qui va préqualifier pour ensuite, tu vois, l'envoyer sur de l'AE, par exemple. Ouais, ouais, après ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes où il n'y a pas du coup de SDR à eux. Parfois, c'est les gens qui prennent tout. Parfois, il y a de l'inside Ouais. sales. Ouais, ouais, enfin, si tu veux. Mais oui, en tout cas, mon point, c'est que quand une personne vient à vous via un formulaire ou autre, oui, on pose des questions tout de suite. Quand vous devez faire de la chasse, il faut un peu changer du coup son mindset, ce qui est très dur. Il faut totalement d'ailleurs faire l'inverse. Posez pas tout de suite des questions. Et donc Allez ça, droit à l'essentiel. et ça, je l'ai vu donc passer sur les sessions de call call où tu l'avais, enfin call club pardon, où tu avais en fait ces remarques un petit peu dans le chat en disant non mais là du coup il a pris un rendez-vous mais le rendez-vous n'est pas qualifié. À partir de quoi ou quand tu définis, donc ça dépend aussi forcément des boîtes, mais comment tu définis cette qualification sur ton outbound? Yes. Je reviens du coup, je te dis sur le call club. Nous, le call club, faut aussi prendre du recul. On est une émission, on fait de la prospection téléphonique pour des boîtes qu'on connaît pas, dans des secteurs qu'on maîtrise pas. On fait ça toutes les semaines, donc forcément qu'on connaît pas le truc par cœur et que les gens qui nous envoient leur liste sont déjà des listes qualifiées pour eux. On sait que c'est des gens qui sont dans leur ICP et peu importe le rendez-vous leur servira. Donc quand les mecs nous mettent ça, on leur explique ça justement parce que oui, on fait pas cette phase de pré-qualif nécessairement à chaque fois au call club. Il faut la faire par contre systématiquement pour vous, votre boîte. Et donc ces questions-là, en fait, elles dépendent de ton business. Je te prends un exemple avec du coup Sunday. La question primordiale à poser à la fin d'un rendez-vous, c'était et donc toi, ton logiciel de caisse, c'est bien Zelty, l'addition, Cashpad, tu valides parce que si on n'a pas cette info-là, on ne s'intègre pas. Donc en fait, ça sert à Walou d'y aller sinon. Et après, tu as d'autres questions qui découlent. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les prioriser. C'est quoi en gros tes 3 infos clés? Et donc si tu pars sur une boîte qui est segmentée, comme tu l'expliquais avant, de SDR, BDR, AE, et ben les putains de SDR, BDR, rapprochez-vous des AE, dites-leur, frérot, Julien, c'est quoi les 2 infos clés qu'il te faut impérativement pour que je t'envoie quelqu'un en meeting? Et les AE, s'il vous plaît, arrêtez de répondre, demande-lui son budget. Connard. C'est reprends du recul. Le mec, tu viens de l'appeler, tu le connais pas. Tu dis alors, ok frérot, d'ailleurs, c'est quoi ton budget là-dessus là? Combien est-ce que je peux te prendre le mois prochain? Arrêtez de dire ça aussi tous à chaque fois là. Les mecs, ils font du bant sur de l'outbound, ça me rend ouf. Donc, bref. J'aurais pas dû aborder ce sujet, je l'ai mis vénère, t'as perdu le fil. Excuse-moi mec, mais c'est le truc, ça m'est venu d'un coup. Donc, je te disais la qualification et un top 3 de questions prio avec les infos clés pour toi. Est-ce que justement c'est, j'en sais rien, tu dois valider le nombre de salariés dans la boîte ou le nombre de sales, toi quand tu fais un coaching. Ok, tu as combien de sales? Ok, c'est quoi ta répartition?
Ok, du coup, c'est quoi ton sujet prio du moment? J'en sais rien, tu vois. Ça dépend de ton secteur d'activité, ça dépend de ce que tu vends. Ça dépend réellement de ce que tu vends. Chez WeHelp, c'était totalement autre chose. C'était combien vous avez de sorties du coup par semaine. C'est quoi les secteurs dans lesquels vous envoyez le plus du coup les patients? J'en sais rien, tu vois. C'est à toi de l'avoir cette prio. Donc c'est à toi de définir quelles sont les infos qui font que je veux ou je ne veux pas ce rendez-vous. Ah, le mec, en fait, ils sont que deux dans la boîte. Bon, en fait, ça sert à rien que j'y aille. Le mec, on sait très bien qu'il a pas de budget et que les process sont pas en place. Bon, en fait, on le prend pas le rendez-vous. C'est dans ce sens-là où je le dis. J'espère que je suis assez clair, mais Tant que t'es bien chaud et bien remonté, et je sais qu'on approche un petit peu là je sais que t'as un rendez-vous après le podcast, ouais, donc j'essaie très bien. d'accélérer un petit peu. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu sur le sujet aussi des managers. Et moi, le truc qui me rend ouf, c'est de fixer un volume d'appels. Il y en a qui le fixent tous les jours. Tous les jours, je veux que tu me fasses 80 call calls dans la journée, par exemple. Ça, c'est pour moi une ineptie. Est-ce que, ou quels sont, pardon, les pires sujets, par exemple, tu vois, de fixer des mauvais KPI au mauvais endroit, que tu as l'habitude de voir et pareil, qui te font dresser le poil et qui te mettent bien vénère. Pardon, j'ai envoyé du coup le mail, comme tu dis, à mon meeting juste après pour dire que j'aurais 5 minutes de retard. Donc, tu me parles des KPIs, des conneries qui sont proposées. Toi, tu parles du nombre d'appels par Moi, jour. je trouve que les personnes et les sales qui sont sur de l'outbound, c'est ceux qui ont le plus pour moi de mérite et qui sont souvent le plus considérés et enfin, du coup déconsidérés par leur Mhm. hiérarchie parce qu'on se dit vas-y c'est de la chair à canon et je les fous là-dessus et je vais le mettre tu vois sur 100 calls par jour pendant pendant tous les jours pendant 3 mois. Rien de pire que de l'essorer. Pour moi, il y a plein de mauvaises pratiques et d'approches que les managers ont vis-à-vis de leur sales, surtout sur de l'outbound. Bah, ça dépend. Je prends ton exemple du coup du volume. En fait, ça veut dire est-ce que ton équipe elle est vraiment hyper novice et tu as envie un peu de leur montrer que c'est le volume qui va faire du coup à la fin. Mais moi, je trouve que cette statistique, elle est vraie, mais jusqu'à un certain point, tu vois, genre faire du volume d'appel, en réalité, il faut se concentrer sur le nombre de décrochés, le nombre de décideurs, la conversion décideur rendez-vous. Ce qui est important, c'est la finalité. À la fin de la semaine, tu dois prendre combien de rendez-vous? 10. Franchement, frérot, que tu aies pris 100 appels par jour ou 50, si à la fin, tu as tes 10, ouais, je suis content. Après, il y a aussi d'autres sujets, du coup, sur la surperf. Le mec se dit, putain, si avec 50, il peut en prendre 10, bon, en fait, j'aimerais qu'il en fasse 100, comme ça, il en prendra 20. Donc, tu vois, on est aussi toujours, tu sais, dans cette culture du plus, de croissance. Après, oui, c'est souvent l'erreur qu'on fait. Et comme tu dis, ça peut dégoûter, du coup, les gens. Mais il faut quand même qu'il y ait du volume. Après, pas besoin d'être dans la démesure. Puis après, encore une fois, ça dépend des postes. Tu vois, moi, je suis beaucoup appelé sur des postes où on a envie de reformer les AE sur du call. Donc, on va pas leur faire 100 calls par jour, même limite 100 par semaine, ça dépend. L'idée, c'est de faire step by step les choses. Tu vois, après, si on est sur du SDR, BDR, qui font normalement que ça, qui font et du sourcing et la prise de rendez-vous, on va quand même attendre, oui, un petit volume autour de 80-100 calls par jour. Parce qu'en réalité, sur une heure, tu es censé faire entre 20 et 30 calls, dépendamment du taux de réponse que tu as. Mais après, il y a plein de stats à analyser là-dessus. C'est est-ce que du coup, les créneaux que je me mets dans mon agenda, ça répond? Est-ce que quand ça décroche, j'arrive à avoir des décideurs? Si tu vois, je dois appeler des fixes. Euh, c'est un gros manque d'organisation globalement, moi je trouve les conneries, enfin, au niveau des KPIs, enfin, où ça se ressent, c'est que les mecs sont un peu laissés à l'abandon. On leur dit vas-y, fais du call. Ils se bloquent des créneaux dans leurs agendas. Tu te dis quand est-ce que tu fais du call? Tous les matins 4 heures. Ta gueule, frère. Tu fais pas du call tous les matins 4 heures. Me dis pas ça. Personne fait ça. Dedans, tu fais un peu de mailing, tu regardes un peu, tu es un peu sur LinkedIn, tu fais un peu de sourcing. Alors qu'en fait, moi, je veux bosser de manière efficace et pragmatique, tu vois. Ce que j'essaie de transmettre dans mes coachings et aux gens, c'est de dire que les meilleurs sales que je connaisse, vraiment, les top performers, c'est des gens qui minimisent leur effort et qui maximisent leur performance. C'est pas des gens qui bossent 10 heures par jour nécessairement. Les meilleurs sales, ils bossent 5 heures par jour, tu vois. Mais ils savent à quel moment ils doivent bosser eux quand ils sont productifs et à quel moment ils peuvent taper leur cible et à quel moment il faut mettre son effort. Parce qu'un sales, c'est quelqu'un qui doit être à 2000% sur chacune des tâches qu'il fait, littéralement. Donc, Bon, parfait. je réponds Merci. pas à ta question, Si, mais si, si, bon, si, voilà. si, c'est bien. Si, si, c'est bien. C'est quoi les 3 meilleurs conseils qu'on t'ait donnés en call call? Je t'avoue que le call, moi, je me suis formé sur le tas, si tu veux. Donc, qu'est-ce qu'on m'a donné ou qu'est-ce qu'en tout cas j'ai pu choper en termes de meilleurs conseils, c'est soit organisé. Ça, en tout cas, c'est globalement, peu importe ton poste en sales, hein, encore plus quand tu es full cycle et que tu fais de l'approche, du rendez-vous, de la relance, du closing, du full cycle, comme je pourrais la clé. C'est ceux qui ont aussi la compte management. Tu dois être putain de méticuleux. Ça, pour moi, c'est la base. Tout doit être marqué dans ton agenda. Tes plages horaires doivent être calées. S'il y a un truc qui se décale, tu le remets à un autre moment. Donc, premier, pour moi, c'est l'organisation, la rigueur. Ça, c'est la base. Deuxièmement, c'est
Qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Prends du plaisir. Tu vois, quand je vois, pareil, on parlait d'intention tout à l'heure, c'est des premières questions que je pose en coaching, c'est pourquoi vous êtes là? Quelles sont vos intentions? Et quand j'entends, j'ai envie de faire mes œuvres, j'ai envie de faire mon variable, je dis: «C'est bien les gars, vous avez été bien élevés, on vous a bien formé en onboarding, c'est bien. Maintenant arrêtez de me casser les couilles et me prendre pour un con et dites-moi vraiment ce qu'il y a derrière», tu vois? Genre, pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui vous motive dans cette boîte? Pourquoi toi tu as choisi d'être là? C'est pas que pour l'oseille, c'est qu'est-ce qui se cache derrière? Donc n'oubliez pas pourquoi vous êtes là et pourquoi vous appelez les gens. Ça rendra les choses beaucoup plus naturelles. Et troisièmement, c'est un truc que je me dis souvent en ce moment, et puis en plus, comme je suis un très gros fan forcément de NBA et de basket, c'est trust the process, tu vois. Genre, en fait, c'est con à dire, ça fait très bateau, mais c'est la réalité. C'est qu'arrête de foutre la charrue avant les bœufs, arrête de croire que ton call, il est déjà plié avant même de l'avoir composé. Et en fait, bah ouais, ça fait partie du process. On a tous mangé du caca. Toi et moi, ici, on en a mangé du caca. Et on continue d'en manger encore aujourd'hui de temps en temps. On en mange juste moins. Ou en tout cas, maintenant, il est bien dressé, tu vois. C'est du caca gastro parfois qu'on mange, nous, tu vois, peut-être. On Mais se en paie. tout cas, Belle. Mais en tout cas, ouais, ça fait partie du process. Et dernier, un truc bonus en fait, ou à la place, c'est inspire-toi des autres. Sois pas, encore une fois, donc nombriliste, ça prouve de pourquoi tu es là. Encore, ça, c'était le deuxième. Et juste fais ça en équipe. Inspire-toi des autres, va chercher l'énergie ailleurs. T'as pas la science infuse. Quand ça bloque, accepte, remets-toi en question, sois humble et va chercher auprès des autres, les autres top performers, les autres copains. Va chercher les réponses ailleurs. On l'a tous fait, on le fait encore. Il y a des experts, des gens qui sont plus avancés, des gens qui sont dans un meilleur mood que toi aujourd'hui. Bah, va chercher l'énergie où elle est en fait. Merci pour toute ta valeur que tu as apportée, Enzo, et pour l'énergie que t'as mis, que t'as mis là-dedans. Tu as incarné ce que tu as dit, donc merci pour ça. Où est-ce qu'on te retrouve? Bah, sur LinkedIn, hein, le plus simple, hein, frérot, hein, Enzo Colucci, vous me tapez, vous m'ajoutez, vous m'écrivez. Je le dis toujours, hein, moi, j'ai pas de community manager. Je réponds à tout le monde systématiquement parce que tu sais, genre, je suis un peu psychorigide là-dessus. J'aime bien l'inbox zéro. Donc, quand je vois un truc, un message, ça me stresse. Donc, j'y réponds. Je réponds à tout le monde sans hésiter. Je donne pas toujours de mon temps. Je le dis aussi, attention, parce que quand tu commences à être vraiment sollicité de partout, plus le taf qu'on a. Mais je réponds toujours. Et comme je dis tout le temps aux gens, si j'ai pas le temps de te répondre ou de te donner 20 minutes de mon temps, dis-moi ce que tu veux et au pire, je te ferai un petit vocal pour te répondre. Ça me fera plaisir. Donc, voilà, que les gens n'hésitent pas sur LinkedIn, c'est le plus simple. Merci beaucoup encore, Enzo. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que les auditeurs ont pris aussi beaucoup de valeur. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, vous lâchez 5 étoiles. Vous pouvez me Voilà. lécher aussi si vous voulez. Vous lâchez 5 étoiles. Et puis, bonne continuation, Enzo, et encore merci. Bisous, mec. C'était super Salut. cool. Merci pour l'invitation.